Merci beaucoup pour cette invitation. Je dois dire qu'aujourd'hui, je jongle entre deux EPU et là, franchement, je suis carrément très impressionné par le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui ici dans cette salle et puis la qualité des orateurs dans la session et la qualité des questions. Donc, merci encore de m'avoir associé à cette très belle réunion. Alors, une présentation sur les recommandations, c'est pas très facile à réaliser. Pourquoi ? Parce que vous avez des diapositives qui vont s'enchaîner, qui vont se ressembler. Je suis sûr que cette diapositive a été présentée lors de la précédente présentation et finalement, au bout de 3 ou 4 diapositives, les gens ont plutôt tendance à s'endormir et dire « bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais les lire et puis ou sinon je vais les charger sur mon ordinateur et j'ai pas besoin vraiment d'écouter ». Donc c'est difficile à faire. Ce que je vais essayer de faire, c'est notamment sur les premières diapositives et les dernières diapositives, vous résumer de façon très synthétique les nouveautés qu'il y a dans le syndrome ST+, syndrome coronarien aigu ST+. Alors une petite chose qui est très importante, c'est le niveau des recommandations. Bernard vous a expliqué le 1, le 2A, le 2B, le 3, que vous connaissez tous, c'est-à-dire le degré. Il faut le faire jusqu'à, il faut absolument pas le faire. Mais ce qui est important également, c'est de regarder la lettre qui suit, c'est-à-dire le niveau de preuve. A, ça veut dire qu'on a un nombre d'études randomisées avec des patients, un nombre de patients important qui ne prêtent absolument à aucune discussion. Par contre, lorsque vous avez du C, et même si vous avez une recommandation 1C, 1C, c'est tout simplement des experts qui se sont battus pendant 2 heures, 3 heures parfois, pour dire il faut à tout prix mettre cette donnée dans les recommandations, mais on n'a rien dans la littérature. Je vais vous donner un petit exemple. En 2015, je faisais partie des recommandations sur l'arrêt cardiaque et la fibrillation ventriculaire. Un cardiologue interventionnel perdu parmi des rythmologues, et les rythmologues me disent il faut absolument que tu mettes que si un patient arrive pour une syncope, qu'il est lié à un BAV et qui est lié à un infarctus inférieur, il faut désocclure l'artère, quel que soit le délai, c'est-à-dire qu'on peut récupérer un BAV même si on désocclue l'artère 24 heures ou 48 heures après. Une évidence pour nous, chose que nous vivons tous les jours, mais dans la littérature, cherchez un article de 1990 avec 27 patients. Donc on a eu extrêmement beaucoup de mal à faire passer cette recommandation qui est pourtant une évidence et qui reprend dans le STEMI. Donc 1A, il n'y a pas de problème. 1C, ça veut dire que c'est une discussion d'experts. Et si vous comptez le nombre de recommandations 1C par rapport au 1A dans le STEMI, vous allez vous apercevoir qu'il y a 50% de C. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour pouvoir étayer nos convictions personnelles sur le STEMI. Alors voici les diapositives où il faut se concentrer, après vous pouvez aller dormir ou faire autre chose. C'est les changements qu'il y a entre 2012 et 2017. 2012, Gabriel Steg est à la tête des recommandations. 2017, les nouvelles recommandations sortent. La première, c'est l'accès radial. Lorsque c'est en jaune, c'est probablement, mais on n'est pas tout à fait sûr. Vert, il faut le faire. Rouge, il ne faut pas le faire. Accès radial, il n'y a aucune discussion, il faut faire un accès radial. Il faut utiliser des stents actifs. Il faut faire une revascularisation complète de l'infarctus, c'est-à-dire soit immédiatement au moment où vous avez le patient sur table, soit au cours de la même hospitalisation. La thromboaspiration passe à la poubelle. La bivalirudine, qui n'est un problème pas tellement français, mais plutôt européen, américain, passe du vert au jaune. L'enoxaparine, par contre, reprend de la couleur et passe au jaune. Et puis on va en parler également. La sortie précoce également reprend de la couleur. Et puis d'autres données qui sont importantes, sur lesquelles on ne va pas tellement s'attarder, c'est le traitement hypolipidémiant qui est extrêmement renforcé avec des objectifs extrêmement sévères. Et puis d'autres recommandations, notamment la durée du ticagrelor jusqu'à 36 mois dans les patients à haut risque, basé sur les données de Pegasus TIMI 54, on peut en parler après. Et puis également quelque chose qui est important notamment pour la France, parce qu'on a eu une étude qui a été réalisée sur le sujet. Si vous avez un patient qui arrive, qui a une artère qui est ouverte, flux TIMI 3, tout à fait normal, vous avez un patient
qui arrive sur la table de coronographie, est-ce que vous laissez ce patient sur le côté en disant je vais le reprendre dans 4 à 5 jours après avoir donné des antiagrégants, des anticoagulants, etc., et s'il reste un thrombus, je vais le dilater? Ah non. Et il y a plusieurs études qui ont démontré que cette attitude est délétère, donc il faut stenter quel que soit le flux de l'artère et non pas faire des stentines différés. Et puis d'autres données également qui sont apparues, on va en parler, c'est le STEMI avec des artères qui sont normales et subnormales. Un élément qui est également important pour nous et qui vaut beaucoup de discussions avec notamment le SAMU, c'est le bloc de branche droit. Vous savez que le bloc de branche gauche était considéré comme un facteur, un bloc de branche gauche d'apparition récente a été considéré comme un facteur électrocardiographique pour rentrer dans la définition du STEMI. Et bien là, on prend le bloc de branche droit également, et puis on définit bien la durée, jusqu'à quand est-ce qu'on peut ouvrir une artère. Alors, première chose qui a vraiment changé, c'est plutôt un éclaircissement. Et cette diapositive-là, pour tous ceux qui ont fait partie de réunions avec le SAMU, ils la connaissent bien, c'est la diapositive qui existait donc en 2012 sur les délais. Quand est-ce qu'on choisit de faire une angioplastie primaire par rapport à une thrombolyse? Eh bien, cette diapositive était difficile à comprendre. Globalement, le message, c'est que si on pense que l'artère va être réouverte dans les 120 minutes, il faut plutôt aller vers l'angioplastie. Si on pense que le délai est supérieur à 120 minutes, il faut aller vers la fibrinolyse. Le problème, c'est que cette diapositive était extrêmement confuse, avec notamment ici le fait qu'on raccourcissait le délai, notamment chez les patients qui se présentaient tôt, et puis on disait oui, mais de préférence 60 minutes, de préférence 30 minutes, et il faut dire que dans beaucoup de nos réunions avec le SAMU, on a beaucoup de difficultés pour pouvoir aplanir le problème des délais et du choix thérapeutique entre l'angioplastie et la thrombolyse. Le problème ne se pose pas tellement dans Paris, mais plutôt dans les alentours de Paris, et donc cette diapositive a été changée. Et voici peut-être une des diapositives les plus importantes des recommandations. Le patient a mal, il appelle en France le SAMU. Le SAMU doit aller le plus rapidement possible sur place. Le SAMU a 10 minutes pour pouvoir faire un électrocardiogramme qualifiant et décider qu'il y a un infarctus du myocarde. Et ensuite, le transporteur, le médecin du SAMU, doit décider entre thrombolyse ou angioplastie. Et s'il pense que le délai jusqu'à la réouverture de l'artère, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'angioplasticien a passé son guide, et ça comprend le fait de sortir du domicile du patient, le fait d'arriver à l'hôpital, d'installer le patient sur la table et de désocclure l'artère, s'il pense que c'est inférieur à 120 minutes, il doit le transporter vers un centre d'angioplastie. S'il pense que c'est supérieur à 120 minutes, il doit faire une thrombolyse. Et puis, on précise quand même que, certes, c'est 120 minutes, mais que pour des critères de qualité, ce serait bien si on pouvait le faire dans les moins de 90 minutes, c'est-à-dire que le SAMU doit se dépêcher, les hôpitaux doivent avoir une organisation qui permette une prise en charge immédiate de ces patients. Et pour ce qui est de la fibrinolyse, il faut que la fibrinolyse soit mise en place dans les 10 minutes. Si un patient se présente dans un centre sans angioplastie, c'est le même raisonnement. Et si un patient se présente dans un centre qui a de l'angioplastie, eh bien nous avons 60 minutes entre le moment où on a fait l'électrocardiogramme qualifiant jusque l'on ait ouvert l'artère. Donc une clarification de ces données. Globalement, il faut garder la notion de ces 120 minutes en sachant qu'il y a un critère de qualité, c'est-à-dire certes effectivement 120 minutes, mais essayez quand même de réouvrir l'artère dans les 90 minutes. Et si vous faites partie, si le patient arrive dans un centre d'angioplastie, par exemple aux urgences, et parfois c'est pas si évident que ça avec l'organisation intra-hospitalier, il faut que l'artère soit ouverte dans les 60 minutes. Est-ce que c'est la réalité ?
Pas tout à fait. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par Nicole Karam, qui travaille à l'HEGP. Sur cette diapositive, vous avez le nombre de centres d'angioplastie. Alors, je vous rassure, s'il y a quelqu'un qui fait une angioplastie dans cette salle, dans ce cas, il y aura plutôt une sorte de bataille entre plusieurs angioplasticiens pour essayer de vous amener dans le centre. C'est la partie au centre de la diapositive. Mais si par contre vous faites votre infarctus dans le 77, c'est-à-dire par là, eh bien il n'y a pas beaucoup de centres d'angioplastie et le délai va être beaucoup plus important. Et ça, c'est une étude qu'on a publiée en 2014 montrant les délais jusqu'à l'ouverture de l'artère, et on se rend compte que tant qu'on reste à l'intérieur de Paris, on arrive à respecter la plupart du temps ce délai de 120 minutes, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Paris, on se retrouve avec de plus en plus de patients qui ne respectent pas ces délais de 120 minutes. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de centres d'angioplastie? Ce n'est pas simplement un problème qui est parisien ou de la région parisienne, c'est un problème qui est européen. Je ne le pense pas. Je pense par contre qu'il faut probablement beaucoup plus se poser la question de l'utilisation d'une thrombolyse lorsqu'on est loin d'un centre de cardiologie interventionnelle, et ensuite faire une coronographie dans les 2 à 24 heures qui suivent la thrombolyse. Alors là, c'est également une diapositive qui est importante, c'est le délai de réperfusion. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut réouvrir une artère? Par thrombolyse, eh bien, on a jusqu'à à peu près 12 heures. Alors là, il va falloir faire quelque chose, parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes. Donc, pour la thrombolyse, jusqu'à 12 heures. Pour l'angioplastie primaire, jusqu'à 12 heures. Et puis, ils ont rajouté également cette possibilité, si vous avez un patient qui continue à souffrir ou qui est en choc cardiogénique, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à beaucoup plus loin, c'est-à-dire au moins jusqu'à 48 heures pour réouvrir cette artère. Mais les réouvertures systématiques ou, disons, de routine d'une artère occluse par un infarctus n'est pas permise après 48 heures. Alors, autre chose qui est également importante dans ces recommandations, il y a ce que j'appelle le STEMI-like. C'est-à-dire que vous avez le patient qui a le sus-décalage du segment ST, il n'y a absolument aucun problème, mais ce qu'on connaît, nous, de façon assez régulière, c'est qu'on pousse le SAMU à nous amener des patients en salle de cathétérisme qui sont graves et qui doivent être considérés comme des syndromes coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST, parce qu'ils ont le même pronostic, voire même encore pire, et c'est là où on le met de façon très claire, et là encore une fois, recommandation 1C, si un patient a un choc cardiogénique ou est instable, s'il a des douleurs thoraciques répétées, s'il a fait un arrêt cardiaque, ou s'il a fait une TV, s'il a des modifications électriques, il faut l'amener rapidement dans une salle de cathétérisme. Voilà pour les indications et puis pour l'angioplastie primaire. Maintenant, pour les médicaments, pas grand-chose de neuf peut-être, mais important de le rappeler. C'est-à-dire que c'est le ticagrelor et le prasugrel qui doivent primer. C'est une recommandation qui est 1 mois et ça doit être donné pendant 12 mois en absence de contre-indication ou de haut risque hémorragique. L'aspirine, regardez, les 2B3A ont un petit peu rétrogradé, c'est-à-dire qu'ils sont en 2A. Mais ça, c'est peut-être un petit peu moins important. Ce qui est peut-être un peu plus important pour nous également, et ce qui renforce peut-être une situation qui était française et moins européenne, c'est que l'héparine est mise en avant. Si vous ne voulez pas utiliser de l'héparine, vous utilisez une héparine de bas poids moléculaire, mais l'utilisation de la bivalirudine qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est un produit extrêmement cher, passe beaucoup plus bas, passe d'une recommandation 1 à une recommandation 2A. Donc ça renforce nos idées et nos habitudes françaises. Alors là, pour la première fois, peut-être, et ça manquait vraiment dans les précédentes recommandations, c'est le délai d'hospitalisation. Et là, c'est clairement écrit. Et là, c'est peut-être une petite révolution. Regardez un petit peu là. Vous avez un patient qui a été transféré d'un hôpital sans cardiologie interventionnelle. Il arrive l'après-midi ou à 3 heures du matin pour une angioplastie. On lui fait une angioplastie qui est réussie. Il n'y a pas de complications. Il y a une bonne fonction ventriculaire gauche. Quand est-ce qu'on peut le ramener à l'autre hôpital?
Eh bien là, c'est écrit clairement, bien que ce soit effectivement du 2A et du C, si vous avez envie de retransférer ce patient le même jour de l'angioplastie, eh ben, vous pouvez le transférer sous certaines conditions, une angioplastie réussie et pas besoin d'autres angioplasties complémentaires. Et là aussi, on le met clairement dans les recommandations, durée en USIC pour un infarctus non compliqué, 24 heures, durée ensuite en salle ou un équivalent de salle à peu près 24-48 heures, et puis on peut laisser sortir des patients au bout de 2 à 3 jours, et je sais que peut-être certains d'entre vous vont là, il va falloir vraiment brancher, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Les patients qui ont un infarctus non compliqué peuvent sortir au bout de 2 à 3 jours, mais bien entendu, s'ils sont à bas risque, bonne fonction ventriculaire gauche, une angioplastie réussie, et regardez là, s'il y a une rééducation et surtout s'il y a un suivi médical qui est possible. Un mot sur l'écho. Alors là, personnellement, j'étais très déçu. Je m'attendais à ce qu'on mette, un patient qui arrive en salle de cathé doit avoir une écho. Moi, personnellement, dans les centres où je travaille, j'ai l'appareil d'écho qui est déjà installé avant même que le SAMU arrive, et j'ai l'interne ou le chef de clinique, pas compter sur moi, qui fait l'écho pendant que je prépare le patient pour avoir une idée de la fonction ventriculaire gauche et pour voir s'il n'y a pas des complications mécaniques d'un infarctus qui peuvent changer complètement ma stratégie. Et là, ils n'en parlent pas tellement. Ils disent oui, il faut le faire si le patient est instable, mais ils vont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire il ne faut pas faire des échographies de routine qui peuvent retarder l'angioplastie. Donc peut-être une petite déception là. Par contre, ce qui est important ici, c'est cette phrase-là, et vous ne pouvez pas savoir, ça c'est un recopié des recommandations qu'on avait fait en 2015, c'est la place de l'échographie dans le suivi. On avait rajouté ça dans les recommandations 2015 sur l'arrêt cardiaque et les TV et les FV, en disant qu'il fallait que les patients soient suivis avec une échographie systématique 6 à 12 semaines après l'infarctus du myocarde, notamment chez les patients qui ont une fonction ventriculaire gauche altérée et chez qui on pense éventuellement qu'il faut mettre un DAI. Eh bien là, c'est mis clairement. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Parce qu'il y a des caisses en Europe qui refusent de rembourser l'échographie. Et on a vraiment insisté pour qu'il y ait un suivi échographique systématique des patients qui ont un infarctus du myocarde. Choc cardiogénique, pas grand-chose de neuf, sauf, regardez bien, sur la colonne de droite, il y a du C, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où il n'y a pas énormément de preuves. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut désocclure systématiquement une artère chez un patient qui est en choc cardiogénique. Et si l'angioplastie n'est pas possible, il faut penser au pontage en urgence. Par contre, ce qui est peut-être nouveau dans ces recommandations, et bien que ce soit du 2AC, c'est-à-dire pas très important, l'éternelle question que l'on a, mais régulièrement au téléphone, avec des centres qui sont loin d'un centre d'angioplastie et qui ont le choc cardiogénique, écoute, ça va me prendre 3 heures pour transporter mon patient chez toi, est-ce que je le fibrinolyse ? Jusqu'ici, nous, on n'avait aucune recommandation à leur donner, et pour vous dire honnêtement, je leur disais toujours personnellement, écoute, il n'y a aucune preuve, mais si effectivement ton patient est en train de mourir, fibrinolyse-le malgré l'absence de preuve. Et bien là, on le dit, 2AC, oui, vous pouvez thromboliser des patients qui sont en choc cardiogénique. Et dernière chose également, qui est peut-être un petit peu décevante, mais qui correspond à la réalité, c'est le problème des assistances cardiaques, l'ECMO, l'Impella dans le choc cardiogénique. La contrepulsion, bien entendu, est mise à la poubelle. Mais par contre, la place des autres assistances, c'est du 2BC. Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de données publiées sur l'importance, ou plutôt l'efficacité de l'ECMO ou des systèmes d'assistance dans le choc cardiogénique. Petite nouveauté, là, pour les rythmologues. S'il y a des rythmologues dans la salle, regardez bien ça. Eh bien, on rejoint également ce qu'on avait fait en 2015 sur les TV et les FV, c'est-à-dire qu'on met clairement qu'un patient qui est en orage rythmique
eh bien, il faut le transférer vers un centre qui est spécialisé en rythmologie et vous pouvez le confier à un rythmologue qui va passer 2 heures, 3 heures, 4 heures parfois pour essayer de faire des ablations et pour essayer d'arrêter cet orage rythmique. Donc, possibilité de transférer vers un centre spécialisé en rythmologie pour cette circonstance qui est relativement rare. Arrêt cardiaque, bon, ils n'ont pas été très originaux, les collègues. Ils ont tout simplement pris les recommandations 2015 de l'ESC justement sur la prévention de la mort subite et ils les ont recopiés. Et globalement, ce qu'ils ont dit, c'est la même chose que ce qu'on avait dit en 2015. Un patient a un sus-décalage du segment ST après un arrêt cardiaque, il faut le mettre immédiatement en salle de cathétérisme. Il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, ce qui est le cas dans à peu près 70% des arrêts cardiaques sans cause extracardiaque évidente. Et bien là, vous avez 2 possibilités, soit vous le mettez directement en salle de cathétérisme pour faire la coronographie, ou plutôt ce qu'on recommandait, c'est-à-dire vous pouvez attendre à peu près 2 heures pour le mettre en réanimation, faire d'autres examens pour rechercher une autre cause, mais si au bout de 2 heures vous n'avez pas de cause de l'arrêt cardiaque, eh bien il faut faire une coronographie pour éliminer une occlusion coronaire qui va peut-être améliorer le pronostic du patient. Et tout ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas énormément de données sur l'arrêt cardiaque et la coronographie. Et pour vous signaler qu'actuellement en France, il y a un PHRC qui est en cours, qui prend les patients qui ont un arrêt cardiaque sans cause extracardiaque évidente, pas de sus-décalage du segment ST. On est en train de tirer au sort entre le fait de faire la coronographie immédiatement suivie éventuellement d'une angioplastie ou une coronographie qui est différée à 48-72 heures. Et pour l'instant, les inclusions sont à peu près au tiers dans cette étude qui s'appelle EMERGE. Alors, là, on va passer assez rapidement, parce que peut-être que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais si jamais vous avez un topo à faire sur le STEMI, sur l'infarctus qui est lié sur lequel le coronographiste ne va pas trouver des lésions coronaires, vous allez dans les recommandations et vous avez à peu près une dizaine de pages qui sont très bien faites sur qu'est-ce qu'il faut faire dans cette circonstance qui arrive dans à peu près 10 à 15%. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lésions coronaires significatives, on s'arrête là. L'angioplasticien, il est très déçu de s'être levé à 3 heures du matin et il grogne un peu en disant c'est probablement une autre cause. Eh bien, ça s'appelle le MINOCA et on détaille toutes les causes, les myocardites, les spasmes, les ruptures de plaques, etc., et toutes les causes et tous les examens complémentaires qu'il faut faire, le Tsakotsubo, etc., l'embolie pulmonaire et toutes les causes qu'il faut faire. Et puis, un dernier chapitre qui va peut-être énerver certains, notamment toute personne qui est chef de pôle, en général, commence à avoir une partie de ses cheveux blancs, à peu près 50%, qui sont liés au rapport qu'il a avec ce qu'on appelle dans l'hôpital la direction de la qualité. Ah, la qualité, magnifique, dans ces moments d'accréditation, ou certification qui sont difficiles, eh bien là, il vous donne des indicateurs de qualité, c'est-à-dire que là, vous avez une collection de fouets sur lesquels on va pouvoir se faire battre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue un centre. Alors, la seule chose qui est peut-être sympathique pour nous, c'est que lorsque vous regardez ce qui vous conseille de faire, il y en a un qu'on le fait de nous dans l'Île-de-France depuis pas mal d'années, c'est le délai justement d'arrivée, où on est obligé, nous en tant qu'angioplasticien, de donner nos délais au SAMU et on est évalué en tant que centre d'angioplastie sur le délai et la rapidité à laquelle on ouvre l'artère. Et toujours la même chose, il faut que vous soyez dans la fenêtre des 120 minutes, mais si vous arrivez à être dans les 90 minutes, c'est encore mieux. Donc finalement, on ne fait pas si mal que ça. Alors donc on va continuer, on va terminer par ces diapositives. Là, pour ceux qui ont dormi, réveillez-vous de nouveau avec les changements, l'accès radial qui devient systématique, le fait qu'il faut utiliser un stent actif dans toutes les circonstances, le fait qu'il faut faire une revascularisation complète, soit immédiatement, soit secondairement, la thromboaspiration qui passe à la poubelle, la bivalurudine qui est rétrogradée, l'héparine de bas poids moléculaire qui réaugmente, le fait qu'on peut laisser sortir rapidement les patients, le fait qu'on a des objectifs de lipides, de diminution
du LDL qui sont très stricts et très bas, et puis le fait qu'on peut utiliser le ticagrelor jusqu'à 36 mois, et enfin le fait de ne pas accepter le fait de différer un stenting et qu'il faut le faire systématiquement même si l'artère est ouverte. Et enfin les nouveautés, c'est-à-dire le Minoca, le chapitre sur les infarctus à coronaire dites saines ou supposées saines, la clarification sur les délais, le rajout du bloc de branche droit. Puis dernière chose, c'est-à-dire que si tout ça reste relativement confus, allez sur Internet et puis prenez effectivement les Pocket Guidelines que vous pouvez charger sur votre smartphone. Ils sont très très bien faits. Je dois dire que ça s'est pas mal amélioré, c'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 ans, on mettait beaucoup de temps à trouver la page, mais que là, ça devient une application qui est très accessible et utilisable de façon quotidienne. Merci beaucoup.